Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu dans ce lundi de la journée. La journée a dû être difficile, je vais essayer d'être le plus dynamique possible. Je m'appelle Renaud Chevalier, je suis coach agile chez Xelia et nous sommes ici pour parler autour de cette question. Êtes-vous prêt pour le modèle Spotify? C'est un super titre. Qui veut dire beaucoup de choses. Et si je suis là ce soir, c'est pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce qu'on parle beaucoup du modèle Spotify. Et j'ai envie de vous dire attention. Et je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, les sponsors. Merci. On va faire un petit exercice. On va briser la glace rapidement. Je voudrais savoir parmi vous qui connaît les feature teams. Levez la main. Qui a lu la publication Scaling Agile à Spotify? À la présentation de Lister, le schéma qui est monté sur Spotify vient de cette publication-là. Qui a l'intention de mettre en place des feature teams? D'accord. Et qui a déjà mis en place des feature teams? Et ça a marché? Je vois les têtes qui font ça. Pardon? On va en discuter. Pourquoi cette présentation? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à travers un cas client. Ce cas client, je ne vais pas le citer, c'est dans le cadre du Paris hippique. En France, il n'y en a pas 50. Et je suis intervenu dans le cadre d'une refonte d'un site internet. Et pas n'importe lequel. Le site de Paris Money. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai sélectionné quelques chiffres. Dont le premier, le 1. 1, c'est le nombre de milliards d'euros de chiffre d'affaires que réalise ce site internet. 1 milliard d'euros. En France, on n'a pas beaucoup. Deuxième chiffre, 700 000. C'est le nombre d'euros, c'est la perte de chiffre d'affaires lorsqu'il y a une seule minute d'indisponibilité des jours de Grand Paris. Une minute, 700 000 euros. 40 000. Ce sont des pics de session simultanée du jour de Grand Paris. Et 2, c'est le nombre d'années du programme de refonte le jour où je suis arrivé en septembre 2012. Autant vous dire, le contexte est un petit peu délicat. Beaucoup de pression, beaucoup d'attente autour de cette refonte. Pour comprendre la situation, je vous ai fait un schéma d'architecture vraiment très macro, et ça va expliquer beaucoup de choses derrière. Première chose, ici vous avez un système d'information. Donc on a toutes les services qui est vieillissant. Il va falloir faire une refonte également de ce système d'information. Et avant de le faire, l'architecture cible était de mettre une sorte de couche au-dessus, une couche de service REST en Java. Parce que là tout va bien, un truc un peu classique maintenant. Ensuite, l'architecture cible, c'est également d'avoir cette brique au milieu, CMS, pour pouvoir envoyer du contenu sur les différents fronts, sur les différents devices, sur les différents canaux. Ce CMS, la techno choisie était Drupal. Je ne sais pas si vous connaissez Drupal, c'est un CMS PHP assez connu. Donc on a choisi Drupal. Et au-dessus de ça, vous avez des produits, des devices, des photos qui viennent se greffer, qui vont puiser dans cette couche de services. Tantôt des services qui viennent de système d'information et tantôt des services qui vont puiser de la gestion de contenu, actualité, et ainsi de suite. Ces frontaux, je vais vous en parler de deux en particulier, ce sont les deux en gros, site 1 et site 2. Et la petite particularité, c'est qu'en 2012, le choix avait été fait de faire en backbone. Je ne sais pas si vous connaissez backbone. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des sites internet qui ont été en full JavaScript. Donc c'est une technologie très innovante pour 2012. Maintenant, on commence à rendre Angular, juste comme ça commence à être récurrent. Mais en 2012, le choix
choix de backbone était quand même très audacieux. Ça expliquait énormément de choses. Une fois qu'on a parlé d'architecture, quelle organisation d'équipe avions-nous en face? Nous avions une organisation qu'on appelle les components team, par composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par rapport à ces couches techniques du schéma d'architecture, nous avions une équipe par couche technique. Des fois plusieurs équipes. On va retrouver ici les équipes services. À la couche, cette cloche, on met au système d'information service. Donc, ce sont des équipes qui développent des services en Java. Il y en a deux équipes. Il y a une équipe colocalisée et une équipe externalisée. Pour cette équipe-là, on a mis en place un backlog avec un product owner. La petite particularité, c'est que ce backlog-là ne contenait que des stories techniques, puisque nous faisions une couche de service technique. Avec des stories du genre, en tant que consommateur de la couche de service, je peux récupérer de l'information. Story technique. La deuxième équipe, c'est une équipe pour la partie CMS. Donc on la retrouve en haut, et cette équipe-là est également distribuée à l'extérieur de l'entreprise. En face, on a mis un backlog, un product owner. Et puis une troisième équipe, l'équipe qui gérait la partie front, backbone, avec également un backlog, un product owner. C'est bon, c'est tout. Pour pouvoir coordonner tout ça, il y avait ce qu'on appelait un master PO, qui lui gérait une sorte de backlog de feature, donc de plus haut niveau, fonctionnel. Et il alimentait les différents, les autres product owners, les autres backlogs, qui eux-mêmes redécoupaient une story, ainsi de suite, pour les faire rentrer dans les équipes. Et moi, je suis intervenu ici, en septembre 2012. Il y avait des Scrum Masters sur les équipes distribuées, et ma mission était d'assurer le Scrum Mastering des équipes internes et ce qu'on appelle le Scrum de Scrum de tout ça. Donc, de faire en sorte que tout le monde discute et qu'on détecte bien tous les problèmes et qu'on les règle. Le problème, c'est qu'on avait ça. Est-ce que quelqu'un peut m'analyser ce graphique? Qu'est-ce que l'on voit? Périmètre en hausse. Pardon? Périmètre en hausse. Périmètre en hausse. Oui. Histoire sans fin, exactement. Vous vous rappelez, je vous ai marqué un chiffre, 2 ans. Ça fait 2 ans que le programme est en cours de refonte. Les équipes produisent, aucun souci là-dessus. Des équipes plutôt compétentes même, aucun souci là-dessus. Mais un périmètre qui ne cesse d'augmenter. Et pire, un périmètre où on n'a pas la visibilité. On a une visibilité à 1 voire 2 sprints. Donc on a quelque part une vision macro de ce que l'on veut faire. Et quand on est au niveau micro, ça ne s'arrête jamais. On est toujours en train de fine-tuner quelque chose. Et il y a des choses qui sont développées qui n'ont pas de valeur business par rapport à d'autres, type la parieuse qui permet de prendre les paris n'était pas encore développée alors qu'on a des pages de contact. Donc il y a vraiment un vrai souci de gestion des priorités, de visibilité sur ce que l'on est en train de faire. Et donc j'avais une mission cachée, en plus de ce rôle de Super Scrum Master, c'était de redonner de la visibilité aux pilotes, aux chefs de projet, pour pouvoir piloter. Ça, c'est en septembre 2012. Nous avions une deadline, février 2013, pour livrer ce site internet. Qu'est-ce que j'ai fait de septembre à novembre? Je suis allé à la pêche rechercher cette visibilité-là. Il a fallu convaincre, discuter, et on a pris avec le product owner du temps pour reconstruire cette vision, cette visibilité, la chiffrer avec les équipes de manière macro pour savoir où nous en sommes, quel est le reste à faire, et est-ce qu'on est bon par rapport à notre deadline de février ou pas. Une fois qu'on a eu les résultats de cet exercice, nous avons annoncé 1 an de retard. 1 an de retard. Première question, que valent nos chiffrages? Est-ce qu'ils sont bons et est-ce qu'ils ne sont pas bons? 2 ans d'historique, des équipes assez compétentes qui maîtrisent l'agilité, leur chiffrage a de la valeur. Et l'histoire nous prouve que en fait, le chiffrage était bon. Donc, on avait confiance dans le chiffrage qui a été effectué. On annonce 1 an de retard à la direction. Qu'est-ce qui se passe? La direction, elle attend son site internet, ça commence à coûter cher, elle ne voit toujours pas de taxe. Elle déclenche un audit. Elle fait venir des gens de l'extérieur. Analysez-moi mon organisation, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et trouvez-moi des solutions. Les gens arrivent, font des interviews.
faut moyenner tout ça, les interviews à différents niveaux d'organisation, vous pouvez toucher des niveaux assez intéressants, assez hauts. Et le résultat de cet audit, une des précaux, ça a été de passer en feature team. Ok, il nous explique pourquoi. Problème d'adhérence. Je reviendrai sur le problème d'adhérence un petit peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi c'était un problème. Et donc on se retrouve dans une situation où on nous dit, voilà, vous devez passer en feature team. Ok. En novembre 2012, à cette même période, il y a Kniberg et Carsten qui sortent cette publication. Scaling at Spotify. Qu'est-ce qu'on fait? On lit la publication. Qu'est-ce que nous dit cette publication-là? On en a parlé un petit peu ce matin avec Esther. Vous allez retrouver dans votre organisation ce qu'on appelle des squads. Les squads sont des équipes apparentées des équipes Scrum, qui sont très autonomes, orientées Lean Startup, orientées MVP, sont limite des startups, donc vraiment une grosse autonomie, qui n'ont pas Scrum Master, qui ont un coach à disposition et un product owner. Et ces squads, on leur donne une mission orientée fonctionnelle. On le voit sur le schéma haut, par exemple, l'équipe du bas a pour mission de faire en sorte que la barre de player soit la meilleure barre de player du monde. Ça, ce sont les squads. Les squads sont regroupés par ce qu'on appelle les tribus. Les tribus, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de squads qui sont orientés sur le même domaine fonctionnel. Une tribu est co-localisée sur le même site. Une tribu ne dépasse pas plus de 100 personnes. C'est basé sur le nombre de Dunbar, qui dit qu'au bout de 150 personnes, on coupe toutes les relations sociales, on obtient des règles, une hiérarchie, et qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de manager l'organisation. Donc il découpe sur un volume basé sur le nombre de personnes, pas plus de 100 personnes dans une tribu. Et ils mettent un leader de tribu pour pouvoir piloter tout ça. Mais il y a quand même une orientation fonctionnelle. Ça, c'est bien gentil. Si on fait ça, on crée des silos. Pourquoi ne pas créer autant d'entreprises qu'il y a d'équipes, de petites entreprises, de startups? Donc pour pallier à ça, pour assurer cette cohérence globale fonctionnelle du produit, ils mettent en place ce qu'ils appellent des communautés de pratique. Il y a deux types de communautés de pratique. Les chapters, on va en faire ici, qui sont des communautés de pratique orientées techniques, où tous les gens d'un même domaine de compétences se réunissent pour pouvoir parler bonnes pratiques, ce qu'ils sont en train de faire, partager, factoriser, et ainsi de suite. Les économies d'échelle. Moi, j'ai déjà fait sur mon projet, tu as déjà peut-être besoin de le faire, on en parle, comme ça va peut-être te faire une économie, tu vas passer moins de temps à réfléchir, et potentiellement, tu vas récupérer mon bout de code. Ça, c'est la notion de chapter. Un chapter a un leader. Le leader est élu par la communauté de pratique pour ses compétences, et dans le modèle Spotify, c'est même le manager de la communauté de pratique. Après, on a les guildes. Les guildes qui sont un peu plus transverses, qui sont sur plusieurs tribus, où là, c'est des centres d'intérêt. C'est un peu nébuleux, et j'ai un exemple concret à vous donner. Chez Fedia, tous les mois, nous sortons tous de mission, une journée par semaine, ils nous donnent une journée de conférence. Donc il y a des gens qui font des conférences tous les mois. Et les gens qui sont intéressés par telle ou telle conférence, on appelle ça des slots, vont voir ces conférences-là. C'est du partage de connaissances. Je ne fais pas forcément partie du même chapter, je n'ai pas forcément le même domaine de compétences techniques, mais je vais voir quelque chose d'autre pour apprendre, et potentiellement je pourrai en parler dans ma tribu, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comment propager la connaissance au sein de l'organisation. Je vous ai parlé du découpage fonctionnel, très important. Les équipes, donc, on découpe le produit, chaque équipe s'occupe d'une partie du produit. Et il y a une notion très importante, c'est qu'on cherche à couper toute dépendance entre les tribus, de ciseaux-là. Parce que les dépendances coûtent cher, les tribus ne sont pas colocalisées, donc on crée des problèmes. On va chercher à couper ces dépendances-là et à limiter les dépendances entre les squads. Il y en a encore, mais on va les limiter, on va faire en sorte que ces squads passent là. Voilà ce que nous dit la publication. Et la direction nous dit, vous avez 3 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé. On a essayé, on a mis en place, on a itérer. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Première chose, on a identifié les équipes.
on a regardé le schéma de la publication, on s'est dit, ok, on était en mode composant, par couche technique, on va passer en mode fonctionnel, donc c'est une sorte de pivot. Les gens ont l'habitude de travailler ensemble sur la couche Java, sur le backbone, sur le Drupal. Maintenant, on va essayer de mettre dans une seule équipe un Drupalien, un backbonien, un javaïste, et puis tout le monde va pouvoir bosser ensemble et nous faire des besoins fonctionnels de bout en bout. Donc toutes les compétences qui sont autour de nous. Donc on s'est cherché, on a regardé le schéma d'architecture de différents produits, et si vous vous rappelez, il y avait des couleurs qui correspondent à des programmes différents. Donc on a des problèmes de colocalisation, et on a découpé les tribus en fonction de ça. Et les deux sites dont je vous parlais, ils font partie de cette tribu-là. Et donc on a cherché à identifier ces équipes. Nous sommes arrivés sur 4 équipes, 3 équipes qui pouvaient travailler sur les deux sites en parallèle, et puis une 4e équipe qui s'occupait du site existant pour la maintenance. On a identifié des comités de pratique, simplement par couche technique, donc les anciennes équipes composantes qu'on avait, on les a simplement identifiées comme des chapters et des guides. Et la nouveauté, c'est qu'on avait besoin d'une grosse synchronisation avec tous les pilotes, donc on a créé une guide pilotage, où on retrouvait tous les chefs de projet, tous les product owners et tous les scrum masters qui se rencontraient toutes les semaines pour pouvoir échanger des adhérences, des problèmes qu'ils rencontraient, faire en sorte que toutes les équipes puissent avancer correctement sur leurs besoins fonctionnels. Donc ça c'était à place, c'est le schéma qu'on a pensé. Comme on a fait concrètement, c'est la photo que je vous ai mis. On a tracé la matrice, et puis on a cherché à positionner, à répartir les gens dedans. Je répondrai aux questions à la fin. On a cherché à répartir les personnes dedans. Donc ça c'était une vision qui a été faite au départ par les managers d'équipe. Et après on l'a présenté à l'équipe, et ils étaient libres de changer leur position si ça ne leur plaisait pas ou ils souhaitaient être dans tel ou tel équipe. Voilà comment on a fait pour cette partie. La première itération, ce n'était pas ça. Je ne vous le cache pas, c'est quelque chose ça, qui est arrivé au bout de 3 itérations. Donc on a été là, on a essayé, on a mis en place ces équipes, on a fait tourner. Et après, on a vu si ça marchait, si ça ne marchait pas, et on s'est adapté. Deuxième chose, on a défini un cérémonial. Je vous ai parlé des communautés de pratique. Première question qui se passe, c'est communauté de pratique. Ok, c'est bien, ils sont à quand combien de temps qu'est-ce qu'ils se disent est-ce qu'on garde nos délits du coup, le sprint planning, ça se passe comment? Parce que j'ai différentes équipes fonctionnelles, ok, je les répartis comment, mes besoins fonctionnels? La guide pilotage, quand est-ce qu'ils soient? À combien de temps? Et ainsi de suite. On a cherché à répondre à ces questions-là, toujours par système de post-it. On a tracé 2 semaines d'un sprint, identifié les cérémonies dont on avait besoin, ce qu'on pouvait y faire, et nous sommes arrivés sur un calendrier type, comme ça, où on retrouve tous les matins, à 9h30, les délits de pilotage, 15 minutes de synchronisation de l'équipe de pilotage tous les matins. Après, des délits d'équipe en parallèle, 9h45. Tous les mardis matins, on avait une séance de grooming entre les product owners qui présentaient leur backlog, voir comment ça a évolué, l'historique qu'ils avaient rajouté, et ainsi de suite. Tous les soirs, on faisait de la review avec les équipes. Donc le grooming le matin identifiait les historiques qu'on présentait aux équipes, et ainsi de suite. Donc on a identifié des cérémonies comme ça, pour essayer de limiter les cérémonies, pas tomber dans la réunionnise, parce qu'il y a plusieurs équipes, ça peut vite tomber dedans. Et ça n'empêchait pas à la demande, les réunions à la demande s'il y avait besoin. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a refondu les backlogs. Gros sujet. Nous avions des backlogs orientés techniques, avec des user stories techniques. En tant que consommateur de la couche service, je veux le service machin qui me renvoie telle valeur. Maintenant, nous pensons produit. Nous pivotons, il faut alimenter les équipes avec des stories fonctionnelles. Comment on a fait? Nous avions toutes les maquettes d'écran du site internet. Nous avons toutes imprimées, format 3. On les a placardées sur tous les murs. Et nous avons fait une découpe par zone milieu, par bloc. Chaque user story était un bloc de pages. Ça nous permettait de visualiser ce qu'on avait déjà développé, ce qui restait à faire, et l'importance de certains blocs par rapport aux autres. Typiquement, je vous parlais de la barrieuse tout à l'heure. La barrieuse, c'était le cœur de métier, c'est ce qui génère le chiffre d'affaires, il fait que la barrieuse soit développée avant d'autres blocs d'information. On a identifié tout ça, et on a créé des backlogs de produits fonctionnels, purement fonctionnels. Et après, en sprint planning, suivant la priorisation, on envoyait les stories fonctionnelles dans les différentes équipes qui avaient toutes les compétences en interne pour développer le besoin de bout en bout. Pour pouvoir piloter tout ça, savoir où nous en étions sur notre produit, c'était un problème de visibilité que nous avions avant, nous avons mis en place des indicateurs. Des indicateurs classiques de capacité d'équipe, vélocité, mais également des indicateurs de suivi de produit. Où est-ce que j'en suis dans la réalisation de mon produit? Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
On va retrouver des indicateurs type feature matrice, où là vous avez feature par feature, avec des taux d'avancement. Ce genre de choses-là nous permet de voir s'il y a des features qui sont plus grosses que d'autres. Idéalement, on va essayer d'avoir les features à peu près de valeur équivalente, on voit qu'il y a un problème. Et puis, il y a des features qui sont plus importantes que d'autres, et s'il y a des features qui sont avancées avant celles qui sont importantes, c'est qu'il y a également un problème de priorisation. Les radars de couverture, donc ça c'est la cible, qu'est-ce que l'on veut avoir dans notre deadline, dans notre produit, et donc où est-ce qu'on en est de cette couverture produit. Et puis des choses un peu plus classiques, burn-down ou burn-up de produits ou de release, par de sprint, j'insiste bien, où on voit où en est l'équipe par rapport à une barre de périmètre, qui est la barre rouge, et surtout, comment le périmètre évolue. Avec un périmètre évolue, c'est normal. Au fur et à mesure, on va prendre les stories, on va les affiner, et on va se rendre compte potentiellement qu'on a loupé quelque chose, on va recréer l'autre, ainsi de suite. Le truc qui est normal, c'est la pente. Si vous avez une courbe de périmètre qui est sur une courbe comme ça, c'est que vous avez loupé beaucoup de besoins fonctionnels, donc il y a un problème. Si vous avez une pente qui est un peu plus douce, là on est plutôt dans des cas normaux, effectivement, on raffine au fur et à mesure, et on découvre des choses. Mais à quel moment est-ce que les deux courbes vont se croiser? À quel moment est-ce que je vais pouvoir rejoindre le périmètre cible? Cet outil-là me permettait d'arbitrer. Résultat, nous avons réussi le pari. On l'a mis en place en 3 semaines, on a itéré, ça a duré plus de 6 mois, et à la fin, nous avons réussi à sortir le site internet pour la date fixe. Je ne dis pas que ça a été parfait. Je ne dis pas que ça a été facile, on a mouillé la chemise, franchement. Et beaucoup de personnes ont joué le jeu, ça a été compliqué, il a fallu convaincre. Et voilà, grosso modo, les mots-clés que j'ai pu ressortir sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. La communication. On a eu un gain de communication au sein des équipes, de partage, de visibilité entre les gens. Vélocité. La vélocité des équipes a augmenté. Elle a augmenté en plus d'un côté fonctionnel. On livrait, c'était quelque chose qui était livrable au client final. Ce n'était pas une couche de service qui tout seul n'a pas franchement de valeur, puisque le client final ne peut pas l'utiliser sans influence. Donc quand on livrait, c'était vraiment quelque chose d'utilisable pour le client final. La scalabilité. La scalabilité, on le connaît sur les systèmes. Là, j'en parle au niveau de l'équipe. Nous avons rajouté une équipe en cours de route. Nous avons pu, grâce au modèle Spotify, rajouter une équipe fonctionnelle, autonome dans la tribu. Et donc on a pu gagner un petit peu de vélocité. Ça n'a pas multiplié par 2 la vélocité, mais en tout cas, on a pu grappiller un petit peu plus de périmètre à chaque sprint. C'est possible de rajouter des équipes quand elles sont en mode autonome, en mode fonctionnel. La montée en compétences. Nous avions des experts, des gens qui faisaient du Java, des experts Backbone, des experts Drupal. Grâce à ça, il y a des gens qui font du Java qui ont pu faire du Backbone, des gens qui ont fait utiliser du Backbone qui ont pu faire du Drupal, et ainsi de suite. Les gens qui ne voulaient pas, voulaient continuer à travailler sur leur domaine, aucun souci. Ceux qui voulaient monter en compétence sur d'autres domaines techniques, ils ont pu le faire. Et à la fin, ils étaient capables de prendre un besoin fonctionnel et de le traiter de bout en bout tout seul ou en binôme. Et ça, c'est vraiment génial. Les adhérences. Je vais vous parler des adhérences un peu plus tard. C'est vraiment lorsque vous aviez une couche service qui livrait quelque chose, qui est attendu par le front, et que le front commence à se connecter dessus, se rend compte que dans la couche service, c'est pas ce qu'il attendait, qu'il ne peut pas développer, il faut repartir dans un sprint de la couche service pour revenir sur le front. C'est ingérable. Je vais vous expliquer. Donc les adhérences, ça on l'a coupé. Et puis l'adhérence, parce qu'on avait toutes les compétences en interne pour le développer. L'arbitrage. Nous pouvions arbitrer le périmètre. Nous avons refondu les backlogs. Nous avons repriorisé. Ce qu'on développait en premier, c'est ce qui avait le plus de valeur pour l'utilisateur final. Ce qui restait en dernier avait le moins de valeur. L'arbitrage était plus facile. Le pilotage. J'ai mis l'arbitrage en rouge aussi, je vous expliquerai pourquoi. Le pilotage, du coup, si on pouvait arbitrer, on pouvait le piloter plus facilement. La prédictibilité, les courbes dont je vous ai montré, nous donnaient des dates, des cônes d'incertitude peut-être, mais en tout cas, on savait à peu près à quelle période on pouvait arriver, et donc arbitrer en conséquence. Les choses qui sont moins bien passées. La gestion des compétences. En sprint planning, les product owners présentaient un besoin fonctionnel priorisé par la valeur, mais certains besoins fonctionnels demandaient certaines compétences ou n'en demandaient pas. Donc par exemple, on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient du Drupal qui n'avaient rien à faire pendant des sprints si on ne leur donnait pas des stories où on traitait du Drupal. Mais ça ne suivait pas forcément la valeur business. Donc il a fallu composer avec ça et prendre des stories qui étaient peut-être moins importantes, mais pour alimenter tout le monde dans l'équipe. C'était une réalité. Le temps que les gens montent en compétences sur les différentes couches. Synchronisation PO.
été un souci là-dessus. Du jour au lendemain, vous aviez des product owners qui étaient autonomes sur leur backlog, et qui sont arrivés sur des backlogs communs, fonctionnels. Il y a eu quelques tensions au départ de bon, ça c'est mon périmètre, ça c'est le mien, comment on travaille ensemble, comment on arrive à se parler, et ainsi de suite. C'est un sujet, je vous dis franchement, qu'on a sous-estimé. Et il a fallu le rattraper plus tard, et ça a été compliqué. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'était vraiment axé sur les équipes, et pas forcément sur le côté product owner. C'était une erreur. Le parti arbitrage, donc dans ce contexte-là, l'arbitrage, des fois était compliqué. Le je veux tout, on l'avait quand même si avec la privation par la valeur, on arrivait à ce soit moins douloureux, mais l'arbitrage, à certains moments, était conflictuel. Et enfin, les ops et les tests. Nous n'avons pas réussi à incorporer les tests et les ops dans les feature teams. Donc on était toujours en cycle en V derrière ce qui sortait des équipes. Les équipes produisaient des choses qui fonctionnaient sur un environnement. Les équipes de test reprenaient le besoin fonctionnel, refaisaient des jeux de test avant de les passer à une équipe qui les déployait en prod. Donc la fin de la chaîne de production était encore en mode classique. Nous n'avons pas réussi à les inclure dans les équipes. Pourquoi je vous fais cette présentation aujourd'hui? Moi j'ai vécu ça. J'en suis sorti en mois d'août 2013 et depuis, toutes les missions de coaching que je fais quasiment, 80-90%, le client me dit c'est quoi les feature teams, ça coûte pas mal, ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire, est-ce qu'on peut y aller? C'est compliqué. C'est compliqué et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'effet de mode sur ce mot, les feature teams, et sur ce qui tourne autour de la publication de l'univers. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. En le lisant, ça envoie des promesses. On a beaucoup plus d'adhérence et on a des équipes pluridisciplinaires autonomes. Et je pense que ce qui ne ressort pas, c'est la complexité mise en place, les impacts d'une transformation feature team, les impacts humains, les impacts techniques, les impacts en termes de coûts. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous expliquer, et je l'ai vécu là récemment sur une autre transformation, début de transformation, où le client avait déjà décidé de passer un feature team, il avait déjà commencé. Et les décisions ont été prises, et c'est un ordre quasiment émancipateur. Donc je vous dis aujourd'hui, attention, les feature teams c'est bien, mais d'où est-ce que l'on part? J'utilise ces deux images là exprès. Est-ce qu'on est sur un petit obstacle à franchir, un petit pont, tout est joli, tout est vert, et ça va bien se passer? Ou est-ce que l'on est sur le Golden Gate, il faut construire le pont pour pouvoir faire la traversée, et là ça va être très douloureux. Je pense, dans le cas client où j'étais, j'ai eu du bol, clairement, parce qu'on a commencé du jour au lendemain, on avait 3 semaines, et donc on a itéré notre décision. Je pense parce qu'il y avait un terreau fertile, une expérience, des équipes motivées, des équipes qui avaient une compétence, et ainsi de suite. On en parlait je crois que c'était sur le reste de France 2, enfin France Télévisions. Et le terreau fertile. Et si on a pu réussir, je pense que c'est parce qu'il y a des bonnes bases. Il y a des contextes où on part de beaucoup plus loin. Et comment on fait pour savoir, avant de commencer, d'où on part? Et donc je vais vous proposer une sorte de questionnaire, 10 questions, qui représentent des axes, des chantiers par lesquels vous allez devoir passer si vous voulez mettre en place des feature teams. Ce n'est pas une méthode sur étagère que je suis en train de vous livrer. Je ne vais pas répondre à ces questions-là. Je veux juste que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a à faire, tous les sujets qu'il va falloir traiter pour pouvoir mettre en place des feature teams. Avant ça, je commence par 3 questions qui vont nous permettre, ce sont des outils d'aide à la décision. La première question, très importante, quels sont vos produits? Et des fois, il y a un problème de vocabulaire. Il faut bien faire attention entre la notion de produit, sur un plan marketing, et la notion de device, de canaux. Je prends le cas de Candy Crush. Vous avez Candy Crush décliné sur du web, vous l'avez sur iPad, sur téléphone. Informatiquement parlant, ce sont des produits différents. J'ai eu le cas d'un client qui a fait l'amalgame et qui proposait dans une équipe de gérer tous les canaux d'un coup. Donc une équipe de moins de 10 personnes qui fait à la fois du web, à la fois de l'iOS, à la fois de l'Android, à la fois du Java, à la fois du Drupal, et qui doit sortir le besoin au bout du sprint. Ça ne marche pas. Donc faire bien attention entre le produit marketing et le produit informatique. Du coup, premier point, on va
factualiser des choses, on va les décrire. Un petit tableau tout simple. Quels sont mes produits? Quels sont mes devices? Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Mais n'empêche que je suis prêt à parier, juste en posant ça, il y a des gens qui vont, en tout cas vous allez aligner la vision des gens. Des gens qui vont prendre conscience de certaines choses. J'ai mis la petite image que vous trouvez dans la publication tout à l'heure. On a bien ça, où il y a des gens qui sont sur des devices différents. Il y en a un qui gère l'iPhone, l'autre la partie web, et au sein du web, on a bien des équipes qui s'occupent de domaines fonctionnels différents. Question numéro 2. On identifie nos produits, nos devices. Maintenant, dans le produit, quels sont les gros ensembles fonctionnels, les features? C'est assez simple. Là, je vous ai pris le cas d'un site e-commerce, vraiment grosso modo. Vous avez un catalogue, vous avez un panier, un tunnel d'achat, de l'alerting, des actus, des choses un peu plus corporelles sur l'entreprise, la gestion de compte, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on avait utilisé pour pouvoir tracer le feature matrix. Donc posez-le, écrivez-le, quels sont vos ensembles fonctionnels, alignez tout le monde sur une vision commune de votre produit. Si en plus, vous pouvez récupérer des AVAC, des nombreux moyens du US ou de machin qui aident par feature, par rapport à ce qui existait, faites-le. Ça permettra de mesurer l'amélioration continue. Pareil, une fois qu'on a ça, deuxième sujet, les adhérences et la colocalisation. Toujours un petit tableau simple, où on va visualiser les adhérences entre les équipes par produit. Là, si on est sur un mode component team, vous avez une équipe qui fait que du front, mais sur deux produits différents. Une équipe qui fait du Drupal sur deux produits différents, une équipe qui fait du service sur une seule équipe. L'équipe 4 qui a toutes les compétences en interne. Ça va être un outil d'aide à la décision sur la stratégie d'écoute des équipes pour le modèle feature team. Et surtout, on va chercher à savoir où elles se trouvent. Est-ce qu'elles sont colocalisées ou pas? Le choix de découpe va être également basé sur la localisation. Troisième question, toujours un outil d'aide à la décision. Quel est le processus de mise en production? Comment bossent les équipes? Ok, on fait du Scrum, très bien, itératif. Mais on a quand même des équipes qui se passent des choses au fur et à mesure. Pour pouvoir faire mon front, j'ai besoin de ma couche de service, que le service soit livré. Une fois que le service est livré, je peux tester comment ça développe mon front, ainsi de suite. Sauf si je fais des bouchons. Après, on peut utiliser des bouchons. Mais n'empêche qu'il y a un moment, il va falloir intégrer. Et donc, on se retrouve avec une sorte de cascade comme ça. Je vais en reparler tout à l'heure. En tout cas, c'était le mode dans lequel on travaillait. Je vous ai parlé de la production, du processus. Évidemment, regardez ce qui se passe au niveau des tests. Généralement, on dit, ouais, je fais des tests. Mais lesquels? Là, je vous ai remis un petit peu toutes les différentes typologies de tests qu'on peut trouver. Généralement, on fait de l'unitaire. Ça commence à compter un peu. Est-ce qu'on fait de l'intégration de l'installation? Est-ce qu'on fait du fonctionnel, de l'acceptance ou du BDD? Est-ce qu'on fait de l'HM, de la sécurité, de la performance du parcours utilisateur? Et surtout, lesquels sont automatisés? Toujours dans cette notion d'où est-ce qu'on part. Question 4. On a analysé quelque chose, on a factualisé des choses, un existant. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on veut passer en feature team? Quel est le problème? Je reviens sur ce schéma. Dans les formations agiles, Scrum ou autres, les premiers slides que l'on montre sont les méthodes classiques. Les méthodes classiques, on en présente souvent deux, le cycle en V, le waterfall. Les équipes en mode composant, régulièrement, on se retrouve sur ce modèle-là. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? C'est quoi ça? C'est du waterfall, c'est du cascade. On fait du Scrum pour faire des produits, on fait de l'itératif pour livrer fréquemment, mais on se crée des adhérences entre équipes. Et si on n'est pas passé par toutes les équipes, on n'a rien à délivrer à l'utilisateur final, qui a de la valeur. Et le pire, c'est qu'avec ces systèmes-là, on est obligé de planifier. Avec quelle date je vais te livrer ma couche de service pour que tu puisses attaquer ton front? On fait du Scrum. Et puis quand on livre, pour pouvoir livrer et planifier, généralement on fait un petit peu de spec, les couches de service en amont. Et quand on livre, donc on a fait suivant la spec, et le front qui commence à prendre sa couche de service, il regarde et puis en fait je peux pas, ça correspond pas à ce dont j'ai besoin pour pouvoir afficher mon information.
Donc on retourne dans l'équipe service sur un autre sprint, parce qu'on a un mode sprint itératif, donc peut-être 2 semaines plus tard, si le product owner veut bien le prendre dans sa priorisation. Attendre le correctif, repartir sur le correctif pour le front, ainsi de suite. Du coup, on se retrouve dans des gestions d'adhérence qui sont juste ingérables. Là, je vous parle de 3 couches techniques. Je suis sur un coaching Kanban, on en a 15. Là, je peux vous dire que les chefs de projet, parce qu'on est des chefs de projet pour piloter tout ça, ils sont dans cet état-là. On leur demande des dates, parce qu'au départ, on est bien gentil, donc on a un peu coulant, mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on dépense de l'argent, à un moment, il faut dire à quelle date on livre, donc la pression monte. Et puis, vous avez des tensions qui se créent. Vu qu'on demande des comptes, les gens commencent à avoir des tensions, à se taper dessus, et ça devient de plus en plus compliqué à piloter. Pourtant, plus le modèle compréhensible. Et je pense que c'est pour ça que le modèle Feature Team, la publication sur Spotify, a pris autant d'ampleur, cet effet de mode, parce que en lisant le truc, on se dit tout ça c'est fini. Ça va être plus facile. Donc on y va. Sauf qu'on néglige tous les impacts qu'il y a dans la transformation. Donc toujours cette question 4, pourquoi? Et bien encore une fois, formaliser. Passez dans les équipes, faites des interviews, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez passer? Quelles sont vos sources d'insatisfaction? Écrivez-les. Je vais vous donner 2 petits schémas comme ça, vous prenez n'importe quelle forme et écrivez-les. Ces sources d'insatisfaction-là, pendant la transformation, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des tensions. Et le fait de l'avoir écrit, vous allez pouvoir le ressortir et leur dire voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi. Vous vous rappelez comment c'était avant? Donc il faut tenir compte, il faut tenir le cap, et rappelez-vous. Donc on le factualise. Et c'est pas le tout dire, je passe en modèle Spotify, en Feature Team, et quels sont les objectifs qu'on se donne? À quel moment j'ai fini la transformation? À quel moment je sais que ça marche? On se fixe des objectifs à atteindre, des objectifs quantifiables. C'est pas un vœu pieux, je veux être en Feature Team. C'est ok, je veux être en Feature Team, mais pour augmenter ma productivité, pour respecter mes dates, et ainsi de suite. On factualise, et on l'écrit. Et potentiellement, truc bizarre, c'est qu'on peut se rendre compte qu'il y a d'autres solutions. C'est peut-être pas les Feature Teams qui sont adaptés à votre contexte. Il y a peut-être des solutions plus simples, moins coûteuses, et quand je dis ça, je pense à Kanban. Pourquoi pas? Qui peuvent permettre de cranter des choses et d'améliorer des situations sans être obligé de pivoter tout le monde, toutes les équipes de l'organisation. Donc factualiser. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à penser au chantier de la transformation. Question 5. La stratégie de découpe des équipes. C'est une des questions les plus importantes, majeures. Les différents modèles, les différentes solutions. Spotify est un exemple de Feature Team. Il y en a d'autres. Spotify est là, je vous ai mis ce qu'on a choisi nous. C'est ce qu'on appelle des product teams. Ce sont des équipes qui sont orientées sur produits. Vous pouvez avoir des modèles composites. Vous pouvez garder des équipes composantes. Et Spotify, il y en a. Il y a des équipes support, des équipes qui sont transverses. On va piocher dans ces ressources-là parce qu'on a besoin d'aide, sont des experts, venez nous aider sur une problématique particulière. On garde des composants, mais on produit quand même du fonctionnel. Donc quelle stratégie de découpe on applique? Je ne peux pas vous donner de réponse là. Mais il y a différentes solutions et il faut y réfléchir. Il ne faut pas bêtement prendre le modèle Spotify, il y en a d'autres. Des fois, le mode composite pour répondre à certaines situations. Les critères de décision pour choisir le modèle. Pour moi, j'en ai 4. L'autonomie. On va essayer de couper au maximum les dépendances. Vous expliquez le waterfall, ça on va essayer d'arrêter. On va chercher à ce que les équipes soient colocalisées. Ce n'est pas négociable. Toutes les équipes, plusieurs compétences au sein de chaque équipe doivent être les unes à côté des autres, sur le même plateau. Et donc il y a un impact sur la logistique. Est-ce qu'on a les capacités d'accueil? Est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on a des murs pour faire du management visuel? Est-ce qu'on a des salles de réunion quand on a besoin? Qu'est-ce qui se passe quand on a X délits le matin en parallèle? Vous avez cette équipe, cette délits qui se parlent les uns à côté des autres. C'est ingérable. Est-ce que vous avez la place, la logistique qui va bien avec? Ça a un impact sur le choix. Et la résistance au changement. Vous avez des équipes qui ne veulent pas. Et les forcer, c'est juste aller dans des murs. Parce qu'ils vont planter la transformation. Donc s'ils ne veulent pas, on retrouve d'autres solutions et on s'adapte. Et le modèle mixte, avec des composants team, des features team. Il faut voir en fonction du contexte, il faut voir en fonction des gens. On ne peut pas mener une transformation si les gens ils ont grandi. On peut essayer de les convaincre, on peut essayer de les amener. Si ça bloque, c'est
sert à rien de forcer. Du coup, le sujet de la répartition. J'ai mis différents types de réactions. On va trouver des gens qui sont sceptiques parce qu'ils ont de la bouteille, qu'ils ont vu X méthodes arriver. Je parle du CMMI, mais moi, ils ont vécu plein de transformations, donc on met encore un nouveau truc, c'est encore un effet mode. Rien, moi j'y crois pas trop. Vous avez des gens qui vont être moteurs, ça va être génial, moi je vais faire techno, ou alors on va avoir une indépendance, ça va être fabuleux. Il y a des gens qui vont être là, oui, ok, c'est la com. Il y a des designers qui vont enfin comprendre, enfin ils vont dire ce qu'ils veulent, on va arrêter les itérations de tous les sens, les validations de tous les sens, on va pouvoir faire des vraies interfaces du premier coup, parce que j'aurai tous les gens sous la main. On va avoir des product owners qui vont dire enfin je vais avoir mon produit qui avance avec des vraies fonctionnalités chaque bout de sprint. On va arrêter de me faire des démos techniques en JMeter en montrant du JSON et ça marche. On va avoir des gens qui vont être sceptiques, qui vont attendre de voir. On va avoir des gens qui vont être convaincus, des gens qui vont être tristes de quitter leur équipe. Voilà, on leur dit bah, tu vas changer d'équipe, tu vas changer de logo, tu vas changer de place, et bon, bah, ça les attriste, ça les inquiète, ainsi de suite. Donc tout ça va falloir composer avec. Et c'est ce que je vous montrais, ce qu'on a fait, c'est que faut essayer, il faut itérer. Et la répartition des gens, c'est dur. Pour les personnes en elles-mêmes, il faut faire en sorte que essayer que tout le monde soit content, et parce que s'ils ne sont pas contents, ça ne marchera pas. Donc comment on fait pour essayer de contenter le maximum de personnes? Du coup, les post-it là, ça a super bien marché. On essaye comme ça, puis on bouge, et ainsi de suite, et on s'adapte. La stabilité des équipes est quand même un prérequis. Donc il ne faut pas non plus que ça bouge trop tout le temps, et des gens qui bougent tout le temps. Si l'équipe n'est pas stable, après votre vélocité en prend un coup, et du coup, l'objectif de piloter du produit par la vélocité, d'avoir des attaques, de savoir quand est-ce qu'on arrive, ça ne tient plus. Il faut quand même que les équipes soient stables, sinon s'il y a des problèmes, vous l'avez entendu, on essaie de régler. Question numéro 6. On a défini les équipes. Maintenant, les communautés de pratique. Le problème des équipes fonctionnelles, c'est de créer des silos. Je suis tout seul, je suis autonome sur mon bout de produit, je le fais tout seul. Je vous parlais des économies d'échelle tout à l'heure. Il y a des gens qui vont déjà développer des choses, comment on fait pour les récupérer. Il y a des gens qui ont des bonnes pratiques, comment on fait pour les partager. On a des soucis d'architecture. Donc on avait pensé à la big picture au départ, mais au fur et à mesure, quand on rentre dedans, on se rend compte que ça ne tient pas forcément, qu'il faut vraiment orienter quelque chose. Comment on partage? Et bien, on met en place des communautés de pratique pour pouvoir échanger. Il faut l'accepter. Il y a besoin d'investir du temps pour que les gens se parlent, qu'ils puissent se dire voilà, moi, tel truc, je l'ai fait de telle manière, avec tel design pattern, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a de la dette technique à régler à tel et tel endroit. Et cette dette technique-là, si on ne la règle pas, au bout d'un moment, on va la payer. Il va falloir aller voir les product owners pour leur vendre, pour que ça rentre dans la priorisation de produits. Et c'est la communauté de pratique qui identifie. Et puis le refacto, j'ai mis un petit truc exprès, c'est que le refacto, c'est bien. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez développer quelque chose, et peut-être que vous allez revenir dessus 2-3 sprints après. C'est pas grave. On progresse. Et c'est grâce à ça qu'on va faire de la qualité au niveau du code. Et la communauté de pratique est un formidable outil. Après, il y a des questions de à quelle fréquence est-ce qu'elle réunissent, est-ce qu'elle se réunissent, combien de temps, et ainsi de suite. Nous, on avait défini les comités de pratique se réunissaient tous les jeudis matin pendant 1 heure. Ça suffisait dans notre contexte. Et pendant 1 heure, elles se racontaient ce qu'elles avaient fait dans la semaine et tenaient une sorte de backlog de dette technique. Identifier les points qu'il allait falloir régler et en fonction de l'importance s'il est présenté au producteur ou pas lors des séances de combine. Ça, je ne vais pas, j'en ai parlé. Question numéro 7. Donc on a des équipes, on a structuré des choses. Maintenant, comment on va piloter la réalisation des produits? Il faut des backlogs fonctionnels, avec des product owners. On arrête les backlogs avec des stories techniques, on pense fonctionnel. Ces user stories fonctionnelles, on va les envoyer dans les équipes en fonction des choix de découpe qu'on a fait précédemment. Est-ce qu'une équipe est dédiée à tel domaine fonctionnel? Du coup, c'est elle qui prend toutes les user stories de ce domaine-là. Ou est-ce que toutes les équipes sont capables de travailler sur tous les domaines fonctionnels? C'est au cas par cas. En tout cas, ça se règle pendant, quand c'est au cas par cas, ça se règle pendant les sprint planning. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait découpé le sprint planning en 2 phases. Une première partie qui définissait quelle équipe prenait telle ou telle story fonctionnelle. Et puis une deuxième phase où les équipes partaient chacune avec leur product owner pour faire le sprint planning traditionnel, et ainsi de suite.
On a besoin pour piloter d'une vision plus macro. Je parle vraiment de pilotage de produit, pas de pilotage de projet. Pour avoir cette vision macro de pilotage, où est-ce que j'en suis de mon projet, de mon produit, pardon, je suis révélateur, où est-ce que j'en suis de mon produit, comment ça avance, eh bien on va essayer d'avoir une vision macro de ce qui est en train de se passer équipe par équipe, avec des sortes de portfolios, du management visuel. Et on va visualiser des avancements. L'équipe de pilotage va se positionner devant le plus fréquemment possible pour identifier ce qui avance, ce qui n'avance pas, les problèmes et chercher à les résoudre. On va essayer de mettre en place un cérémonial qui va bien, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les obstacles, on va essayer de les rendre visuels, les indicateurs aussi. Et les indicateurs, les mêmes qu'on a mis dans mon cas client, comment on pilote l'avancement de mon produit, quel est mon reste à faire, et comment je peux arbitrer le périmètre. Question 8. Comment allez-vous maîtriser la qualité de vos produits? Et là, on rentre vraiment dans une question dans le dur. Qu'est-ce qui va se passer en Future Team? Vous avez un produit qui avance dans le temps. Il avance dans le temps, c'est-à-dire qu'on lui ajoute des nouvelles fonctionnalités. Vous avez des équipes autonomes qui vont livrer des pans complets d'applications multicouches d'un coup. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est une décollision. Deux équipes livrent des pans complets d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Des couches techniques d'un coup. Donc les deux vont essayer de merger tout ça. Si on n'a pas des bonnes pratiques, ça risque d'exploser. Et potentiellement, des équipes peuvent livrer des pans complets et provoquer des régressions sur le travail d'autres équipes. Comment on gère ça? Si vous n'avez pas les bonnes pratiques d'ingénierie qui vont bien, ça va être la guerre. Mais clairement, et ça ne marchera pas. Donc on va essayer de mettre en place les bonnes pratiques. Les tests, je reviens dessus. Quels tests on fait et comment on les automatise? Plus on va automatiser, avec de l'intégration continue, plus on va couvrir les risques de régression, de la non-régression automatisée. Tous les jours, chaque fois que je fais un merge, un commit ou ainsi de suite, le jeu test est lancé, je suis capable de détecter l'endroit où ça a pété. Tout de suite. J'ai cassé le travail de quelqu'un d'autre. Je le corrige. On va voir si on fait du BDD, la qualité des user stories et ainsi de suite, qui nous permettent d'automatiser des tests fonctionnels par le langage naturel, par les outils comme Cucumber, je vous ai montré Selenium. Et puis des trucs un peu touchy, comme le feature branching, des techniques de gestion de branches. Est-ce qu'on fait du simple branching? Est-ce qu'on fait des branches par fonctionnalité? Je prends une fonctionnalité, l'équipe part sur une branche à part, développe toute la fonctionnalité, et une fois qu'elle a terminé, récupère la branche principale. Ou pas? Nous avions un simple branching où les gens commitaient au fur et à mesure. Mais on avait les bonnes méthodes pour pouvoir pallier à ça. Et ce sont des choix à faire. Et puis vous avez de la plasticité applicative, comme le site Toggle Feature Pattern. En fonction de votre stratégie de branche, des fois vous allez devoir partir en prod avec des fonctionnalités qui ne sont pas finies de développer. Donc le coup de l'interrupteur, c'est de se dire, ok, bah, celle-là elle n'est pas finie, je la mets pas en ligne, je mets un interrupteur, c'est que je la coupe. Même si elle n'est pas finie de développer, donc je la coupe. Et donc ce sont des pratiques de développement qui nous permettent de pallier à ce genre de problème. Je peux le livrer quand même parce que je coupe ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas fini de terminer. Mais tout ça, ça pense. Tout ça, ça coûte. Ce sont des pratiques de développement. Il faut se mettre d'accord là-dessus. Le truc c'est, ok, on a identifié ce qu'il fallait faire pour éviter tous ces problèmes-là, mais combien ça coûte? Pour rappeler les ponts, où est-ce que je pars? J'ai déjà des bonnes pratiques, j'ai déjà d'automatisation, mes tests sont automatisés, bah, du coup j'ai pas beaucoup de dettes, ou alors j'ai rien du tout. Donc partir en feature team si j'ai rien, si j'ai tout à construire au niveau des bonnes méthodes, ça va juste pas marcher. Donc comment on l'identifie? On essaie de se monter une sorte de backlog technique. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Et puis c'est un backlog, on va essayer de chiffrer, essayer de le quantifier, savoir où on va, où on met les pieds, où est-ce qu'on part. Question 9, une fois qu'on a tout ça, on y va ou on n'y va pas? Est-ce qu'on a d'autres solutions? Est-ce qu'on est sur le cas de petit rideau à franchir ou du Golden Gate? La décision vous appartient. Ces questions-là vous ont permis de prendre conscience des différents chantiers qu'il y avait à traverser et surtout où vous en êtes. Donc est-ce que c'est raisonnable de partir en feature team maintenant, plus tard, ou même limite on n'y va pas parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc est-ce qu'on fait du choc thérapie? Lundi on commence en feature team, ou alors on y va étape par étape. Je commence par cranter ma dette, je fais de l'automatisation, il faut que je l'automatise, voilà, je
suis chaud, je réponds backlog et après je vais. Une fois qu'on s'est dit go no go, quelle communication on adopte? La communication est très importante. Si vous ne communiquez pas auprès de vos équipes pour expliquer ce que vous êtes en train de faire, où vous en êtes, être transparent sur ce qui se passe, les résultats que l'on a eus, si les personnes sont inquiètes ou ne vont pas bien et que vous ne voulez pas discuter en one-to-one, ça ne marchera pas. Vous vous rappelez la formalisation tout à l'heure, les insatisfactions et les objectifs, c'est pareil sur les outils qu'on ressort. Ça ne va pas, rappelez-vous pourquoi on en est ici. Parce qu'il y avait ça, et voilà ce qu'on veut faire. Et les résultats, on en est ici. Je suis en train de vous parler d'un plan de communication. Ce n'est pas une communication qu'on adapte comme ça au fur et à mesure de tout ce qui se passe, c'est que, voilà, quel type de communication j'adopte. Et j'y pense avant. Bien entendu, je l'adapte, mais en tout cas, prendre conscience qu'il va falloir investir du temps dans la communication. Si les équipes ne suivent pas, ça ne marchera pas. Donc il faut l'accompagner. Conclusion. Les feature teams apportent de la réactivité, de la souplesse et facilitent le pilotage. Oui. Un gros oui. Si vous arrivez à monter ça, ça sera juste fabuleux pour votre organisation. Vous allez forcément avoir des bénéfices. Mais les feature teams ne sont pas une fin en soi. On ne fait pas des feature teams pour faire des feature teams. Attention à l'effet de mode. La transformation engendre des coûts humains, techniques et financiers élevés. Des choses qui sont souvent sous-estimées. On ne le voit pas. Et quand on est dedans, il est trop tard. On a déjà pivoté les équipes. Et revenir en arrière sur l'ancien mode, c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde. Donc on doit répondre à des besoins précis. Une analyse approfondie permet de déterminer si feature team constitue une bonne solution. Parce que je n'ai pas posé depuis le départ. Est-ce que c'est vraiment le bon moyen pour régler vos problèmes? Dans certains contextes ou certaines cultures, les feature teams ne sont pas applicables. Il faut jouer le jeu. Il faut investir, il faut accepter que les gens partent de temps en temps en comité de pratique pour pouvoir échanger et régler les problèmes. Les bonnes pratiques d'ingénierie sont indispensables, je vous l'ai montré. Le coup des. On livre tous en même temps. Si vous n'avez pas les bonnes pratiques d'ingénierie, ça ne marchera pas. La dette technique à régler avant la transformation peut prendre beaucoup de temps. Si vous partez de zéro, automatiser toute votre couverture de test, ça peut prendre beaucoup de temps. Et le plan de communication est indispensable. Tout ce que je viens de vous dire là, vous le retrouverez dans ce bouquin, vous l'avez vu dans vos packs d'accueil, et on a formalisé, à partir de la page 24, vous avez 5 pages, tout ce que je vous ai dit là, on l'a écrit. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? On prend un micro? Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir qui s'est chargé de mettre en place les solutions techniques, on va dire, pour répondre à toutes ces problématiques transverses justement de merge, de mise en commun du code, d'intégration continue. L'équipe. Les équipes. D'accord. C'est forcément collégial. C'est collégial. Et les communautés de pratique ont joué un grand rôle. Nous, on est partis à l'arrache du jour au lendemain. Ces choses-là, je vous le dis maintenant, mais nous, on ne l'avait pas identifié avant. Donc, du coup, il a fallu s'adapter. Donc, les comités de pratique ont identifié ce qu'il fallait mettre en place au fur et à mesure pour pouvoir répondre à ces problèmes-là. Donc, là, ce que je vous dis là, c'est attention, pensez à ça un petit peu avant, parce que du coup, ça peut coûter cher ou on peut passer un moment. Ça repose oui, sur une très bonne coordination immédiate de toute l'équipe. C'est quand même assez. Colocalisation, les gens les uns à côté des autres pour pouvoir parler. Les comités de pratique où ils ont le temps d'échanger. D'accord. Ok, merci. C'est une autre question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est simplement que dans notre boîte, on l'a fait. Ouais. Tout ce que tu as décrit, on l'a rencontré. Grosso modo, toutes ces problématiques-là, en fait, on a réussi au fur et à mesure, on les a identifiées et ça s'est fait dans le flux. Donc, tout ce qui est dit là dans la présentation, moi, je considère que c'est vrai. Et grosso modo, donc on a eu quand même, on a eu un accompagnement du coup de par nos managers qui ont eu un rôle de coaching, etc. On a mis à peu près, on est parti sur une version où on a tout lancé en même temps, donc ça faut éviter de le faire, vaut mieux anticiper. Mais derrière, heureusement, l'équipe elle a réussi à se mobiliser. On a mis en gros sur la version qu'on doit sortir, on a mis au moins la moitié de la version à se réveiller, enfin arriver justement à mettre tout en marche. On a encore des problèmes, mais on sort du gouffre, les équipes se stabilisent, etc. Il y a un gros apport parce que justement sur la version
sur les versions qu'on va sortir, on a déjà les product owners ont du fonctionnel qui arrive. La version elle acquiert de la qualité, donc on voit, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On voit le résultat. Mais après, derrière, effectivement, il faut vraiment avoir conscience de cette transformation. Et c'est ce qu'on avait fait aussi, le jour au moment où on passe, et le côté, on était des super-héros quelque part, c'est le mode Superman, on s'en est sorti parce qu'il y avait les bonnes personnes et les bons héros. Effectivement, c'est un mode de best effort. Ça prend conscience si on réfléchit un minimum à ces choses-là. Merci pour le temps. Oui, pardon. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, et exactement, nous, on a connu la situation un peu inverse, on est allé sur un tarot qui n'est pas du tout facile. Je réitère ce que tu disais sur la colocalisation. On a des équipes qui ne sont pas colocalisées, qui sont colocalisées, mais par contre, donc impossible de donner des fichiers. On a essayé, on s'est pris un mur, ce que tu disais, et on a été obligé pas de revenir totalement en arrière, mais effectivement de mettre en place les feature teams jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont vraiment dans le code, en train de faire des trucs ensemble, si tu ne veux pas faire du pair programming, faire des reviews ensemble, colocaliser, ça ne marchera pas. Et les équipes ne voudront pas. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les équipes sont fondamentales et de communiquer, et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est vrai, on l'a montré et on n'a pas pu le mettre en place à cause de ça. Voilà. Oui. Alors, petite remarque, déjà, après j'ai une question. Moi, je suis toujours un petit peu. Je fais attention quand j'entends parler des modèles Spotify ou Zappos, par exemple. C'est vrai que ça peut nous attirer assez rapidement, mais c'est des entreprises qui sont construites avec une culture dès le départ. Et faire une transformation vers ça, ça me paraît compliqué, au moins, en tout cas, de partir d'un nouveau projet pour pouvoir commencer à les mettre en place. Ma question, c'est quand on part comme ça, quand on a un produit qui a un feature team, comment ça se passe quand on a un gros incident? Ça peut bloquer toutes les équipes. On peut se retrouver avec toutes les équipes sur le carreau, ça ne marche plus, ainsi de suite. Là, c'est de la technique de résolution de problème, c'est du surami, et tout le monde va sur le problème, on règle le problème tous ensemble, ce qu'on peut faire, comment on doit apporter quelque chose, on règle le problème et on se remet à travailler. Quand on a une équipe qui est juste sur un produit, c'est qu'une équipe qui impacte. Stratégie de découpe. Il faut prendre tout ça en considération. L'architecture, je pense, a vraiment un impact lourd sur la stratégie de découpe. Juste une question, quel est le format que tu as mis en place de la communauté de pratique et quel était l'agenda type de l'événement? Qu'est-ce que tu entends par format? L'événement du jeudi, je crois. C'est un wiki, on appelle ça le wiki. 1 heure tous les jeudis matin. Avec un agenda précis L'agenda, il y avait un ordre du jour plus ou moins établi. Les gens venaient en communauté et parlaient de ce qu'ils vont réaliser dans la semaine. Donc, tous les matins, il y avait 3 questions. Voilà, c'était le wiki. Cette semaine, voilà ce que j'ai fait. Déjà, ça permet d'échanger sur l'avancement fonctionnel du produit. Et puis, s'il y a quelqu'un qui souhaite parler d'une manière particulière de faire les choses, techniquement, eh bien, il échange. Si quelqu'un a détecté qu'en faisant ça, il y avait un problème sur telle ou telle couche technique qui lui paraît bizarre, il faut peut-être faire un refacto. Si quelqu'un a lu quelque chose, une nouvelle techno, une nouvelle pratique qui serait bien appliquée parce qu'on a le problème, ainsi de suite. Et donc, c'est de l'échange libre, sous forme de tour de table. Et un format, je pense surtout à la communauté de pratique Backbone, ils avaient un format, 2 feuilles à 3 avec des petits post-it, une sorte de Kanban. Et ils remplissaient des dettes techniques au fur et à mesure qui avaient plus ou moins d'importance. Et ils priorisaient toutes les semaines. Donc ils avaient une sorte de traçabilité de tout ce qui se disait. Et quand il y avait quelque chose qui commençait à devenir un peu lourd, ils demandaient au PO de le traiter pendant les sprints. C'était notre mode de fonctionnement. C'est un des trucs que la publication ne dit pas. Qu'est-ce qu'on fait dans une communauté de pratique? Et là, je vous parle que de chapter, la guide, l'interprétation que j'en ai, c'est celle que je vous ai faite tout à l'heure, notre conférence. Peut-être que chez Spotify, c'est autre chose. La publication ne le dit pas. J'avais 2 petites. La première, c'est après le slide, vous avez 3 semaines. Oui. Tu as employé beaucoup de on a cherché les équipes, oui. J'avais un peu de savoir quand j'étais vraiment comment tu as fait pour t'entourer, c'est qui ce Alors, c'est l'équipe de pilotage. Une équipe de pilotage de ce truc-là. De ce truc-là, de ce programme-là. Donc moi j'étais coach agile,
décision, je suis pour aider les gens à faire émerger ces décisions-là. Donc il y avait des managers, des chefs de projet pilotes, et donc ensemble, en fonction des chantiers, on s'est réunis pour traiter ces axes organisationnels et autres. Sur la partie technique, ce sont les équipes qui ont travaillé sur le chantier. C'était une énorme série d'ateliers avec des managers et des coachs. Oui, on a fait 3 semaines, les ateliers ont été très, très lourds pendant 3 semaines. Les différents profils, des backlogs avec les product owners, le marketing, ainsi de suite. Et donc, tout petit point terminé, après ta présentation, on comprend que c'est pas un truc à faire à la légère. Exactement. Quel genre de cabinet d'audit termine un comité d'audit en disant vous devez passer en feature team? C'est pas leur faute. Ils ont été mandatés pour ça. C'était leur mission. Il faut la lâcher la phrase quand même. Quand on sait, à part vu ça, ils l'ont justifié. Quand j'ai appris à la pierre, ils ont fait du super boulot. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. L'audit était de très bonne qualité, sauf que c'était leur mission. Ils ont justifié, ils nous ont présenté le résultat de l'audit, et à partir de là, c'était à nous de faire la transformation. C'était comme ça, et la direction n'a pas souhaité. Voilà. Et ils ont fait du bon boulot. Rien à dire sur ce sujet. Oui. C'est peut-être ça. Question. Petite question, rapidement. Comment on fait pour convaincre des managers qui sont d'anciennes écoles avec des cycles en V voilà. Vous avez vu les photos là où ouais, c'est ça. Ouais. Quand vous êtes dans ces situations-là, vous arrivez à factualiser, vous pouvez convaincre n'importe qui que faire du fonctionnel, c'est facile. Expliquer les avantages de livrer du fonctionnel de bout en bout, l'avantage de ne plus piloter les adhérences. Ça coûte cher. Et quand on arrive à factualiser avec des chiffres en face, combien d'allers-retours, mais ça prend plusieurs. Quand on est tout seul face à une équipe, en place des éléments entre guillemets. Encore une fois, c'est un terreau fertile, c'est un contexte, et ainsi de suite. Merci. Moi, j'ai également 2 questions. La première, c'est l'article est sorti en octobre 2012. Octobre 2012. Et vous l'avez implémenté quelques mois après. Il n'y avait pas d'appréhension par rapport à il n'y avait pas de recul par rapport à. Complètement. Encore une fois, on reste sur notre fin, c'est pas comment on fait. Et c'était la seule référence qu'on connaissait à ce moment-là. Mettre en place des feature teams. Qu'est-ce que c'est que du feature team? On a vu ce truc-là, qui est plus ou moins bien fait, hein, on a compris l'idée. Maintenant, comment on le fait? Voilà. On s'est servi de ce support-là pour partir. Et en termes de communication à l'équipe, vous avez pas eu des préoccupations justement dû à la nouveauté du sujet, la méthode, l'approche, sans réfléchir? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté la théorie. Nous, on a donné un contexte, au travers des ateliers, on a construit, on a pris des décisions de structure. Donc on était tous alignés sur une théorie, et à partir de ce moment-là, on a itéré pour pouvoir dire où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait, quelles décisions on prend. Je trouve ça intéressant, c'est réussi. Une petite dernière, Spotify, ils ont évolué, certainement. Vous savez, tout le nouveau modèle qui sont en place en ce moment? Non, je ne sais pas. Jean-Laurent parlait d'une vidéo tout à l'heure qui vient de sortir, il faut trouver. Merci. Moi j'ai une petite question. Comme vous avez dit, il y a des gens qui, dans les équipes, les feature teams, se sont retrouvés parfois à ne pas plus avoir de boulot pendant cette période. Genre le mec qui faisait du Drupal. Ça ne s'est pas produit, mais c'était dans l'esprit planning, il fallait prendre ça en compte dans l'alimentation des erreurs. Sur la question, c'était comment vous l'évitez, donc c'était justement un travail au niveau de la préparation des sprints pour assurer qu'il peut tout à chaque fois. Il fallait identifier dans le test story, techniquement il y avait quoi à faire, donc il y avait du Drupal, donc voilà. Par contre, si on n'avait pas qu'il y avait du Drupal à faire et qu'il y avait des Drupaliens qui étaient préoccupés, on changeait la priorisation, du coup c'était plus forcément business value first, mais il fallait bien occuper les gens. Ou alors, à certains moments, on a pris la décision pour les gens qui souhaitaient de faire du binomage pour que les Drupaliens fassent un peu de backbone et montent en compétence sur le backbone. Donc il y a une forme d'investissement à certains moments, voilà, et c'est comme ça à commencer en fonction du contexte. Après on arrête. Ouais. Merci à tous.